Jeudi 21 juillet, bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, ouverture ce jeudi à Conakry du congrès sur le cancer avec 200 participants guinéens et africains. Les progrès ainsi que les défis en matière de lutte contre les pathologies cancéreuses seront passés en revue. Également dans ce journal, les échos de la formation des magistrats guinéens sur la traite des personnes, un projet d'expertise France financé par l'Union européenne. Enfin, nous irons dans le district de Djankourou à Kalinko où les fils ressortissants ont réalisé un collège et un centre de santé moderne. Coût de réalisation 600 millions de francs guinéens. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous entamons par cette actualité, ouverture ce jeudi du congrès sur le cancer. Cette première journée a mobilisé plus de 200 participants guinéens et africains. Au cours de ce congrès sera fait la revue des progrès obtenus ainsi que les défis en matière de lutte contre les pathologies cancéreuses. La Société guinéenne du cancer en est l'organisatrice avec un soutien financier de l'OMS. Adia Toubari. Chaque année, près de 6 000 malades de cancer meurent sur les 8 000 nouveaux cas selon les données sanitaires. Des chiffres qui interpellent tous, comme le monde scientifique. À cette journée scientifique, les spécialistes axent les interventions sur le cancer gynécologique et mammaire. L'impact de la pandémie de Covid-19 sur la prise en charge des malades de ces deux cancers féminins est largement débattu. En période de Covid, ceux qui ont très peu de signes, qui sont à leur début de maladie, ne viennent pas à l'hôpital à cause de la peur d'attraper ces maladies virales. Donc c'est quand ils sont très affectés, affaiblis, qu'ils viennent à l'hôpital. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu une augmentation. Donc on doit tirer des leçons de ça pour optimiser ou renforcer la sensibilisation afin qu'on soit mieux organisé, je ne souhaite pas, lors des prochaines épidémies. À ce rendez-vous scientifique, 110 communications sont faites. Elles mettent en lumière l'insuffisance des moyens modernes de traitement anticancéreux. Le pays ne dispose par exemple d'aucun centre de radiothérapie, aujourd'hui incontournable dans la prise en charge des patients. Des doléances sont donc formulées. Au niveau du ministère de la Santé, nous sommes portés à croire et à constater que certains prérequis sont déjà là pour que ces doléances-là puissent être accédées. Il va sans dire également que l'Institut était déjà inscrit dans le cadre organique même, nouveau cadre organique du ministère de la Santé, et nous espérons que dans les jours à venir, nous pourrons donc voir l'existence d'un institut. Ces premières journées ont vraiment intéressé l'OMS, les trois niveaux, parce que c'est l'occasion pour nous et pour le pays de partager les informations et sensibiliser la population sur la situation des cancers gynécologiques. Aux côtés des congressistes guinéens, deux spécialistes venus du Mali et du Burkina Faso, des pays qui viennent partager leur technique de prise en charge avec la Guinée. Les deux pays se ressemblent, d'abord sur le plan des populations et également sur le plan de l'organisation de la lutte contre le cancer. Pour lutter contre le cancer, il y a plusieurs volets. Le premier des volets, c'est l'implication du ministère de tutelle. Nous avons cela en commun. Le deuxième volet, c'est l'implication des partenaires du ministère. Le troisième volet, c'est l'implication de la société civile. La Société guinéenne du cancer est l'initiatrice de cette première journée scientifique. Elle devrait permettre d'accélérer la lutte contre le cancer en Guinée. Une ambulance médicalisée pour le CNT, c'est un don premier du genre qui vient ainsi renforcer le dispositif mis en place pour la prise en charge sanitaire au sein de l'organe législatif. Robert Siditol, le compte rendu. L'infirmerie du CNT dispose désormais d'une ambulance médicalisée. C'est un don de l'Agence nationale de sécurité sanitaire au CNT, l'organe législatif de la transition. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du renforcement de la prise en charge sanitaire des membres du CNT et du personnel administratif de l'institution parlementaire. La remise des clés de cette ambulance au président du CNT a connu une forte mobilisation
des bénéficiaires. Il y a une infirmerie au sein du Conseil national de la transition. Donc nous avons décidé avec la requête du président du CNT d'octroyer cette ambulance au CNT pour permettre la bonne gestion des cas d'urgence qui pourraient éventuellement survenir au sein du CNT. Donc cette ambulance est là en termes d'appui pour améliorer les capacités de prise en charge des éventuels cas de maladie au sein de cette institution. En recevant ces dons, le président du CNT a insisté sur l'utilisation efficiente de l'ambulance. Il a par ailleurs loué le soutien de l'Agence nationale de sécurité sanitaire aux autorités du CNT. Si vous remarquez, nous organisons des grands événements ici qui mobilisent parfois des milliers de personnes. Et le risque d'accident, le risque de crise ou de malaise très élevé. Et nous avons été conseillés par les membres du cabinet. Et aussitôt la demande a été adressée à l'ANSS et le directeur aujourd'hui vient avec cette ambulance neuve avec tous les équipements liés à la prise en charge des cas d'urgence. La remise de cette ambulance médicalisée est une première pour le Parlement guinéen. Célébration à Conakry des 70 ans de la révolution égyptienne. À cette occasion, l'ambassade de la République arabe d'Égypte a offert un dîner au cours duquel le bilan de cette révolution a été célébré. Mikini Moussa Kamara, Makeme Donzo. Le 23 juillet 1952 est une date symbolique de la République arabe d'Égypte. Les réformes courageuses des officiers dirigés par le colonel Gamal Abdel Nasser ont permis de mettre fin à la monarchie de Farouk et à l'occupation britannique. Dès lors, le nasserisme est devenu une idéologie géopolitique pan-arabe révolutionnaire. Il est combiné avec le socialisme fondé sur la pensée du président Nasser. Durant ces jours, dans les années 50 et les années 60, vous savez bien sûr qu'il y a eu beaucoup de relations très proches entre l'Égypte et la Guinée, avec l'amitié et fraternité qui existait entre le président Nasser et le président Sékou Touré à l'époque. Cette relation très étroite, elle continue jusqu'à nos jours. Et notre président, le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a été élu à la tête, quand l'Égypte a été élue à la tête de l'Union africaine en 2019, la première destination à laquelle il partait, c'était Conakry. Cette première destination n'était pas choisie au hasard, mais c'était justement pour refléter les relations historiques et fraternelles existantes entre les deux pays. Nous avons de très bons rapports avec le personnel de l'ambassade, comme je le disais tantôt, qui habite à la commune de Matam. L'ambassade de l'Égypte participe à pas mal d'activités dans notre commune, que ce soit sur le plan d'assainissement. La République de Guinée est un partenaire privilégié du pays des pharaons. Défense, énergie, agriculture, environnement, formation, culture sont les principaux domaines de coopération entre le Caire et Conakry. La génération dont je fais partie a été modélée par les enseignants égyptiens. Nous nous rappellerons encore des émissions de la radio de Caire qu'on appelait l'arabe par la radio. Nous nous rappellerons qu'après Sénanion Béanzen, le premier agrégé de mathématiques d'Afrique, qui est enseigné ici, les enseignants des sciences, maths, physique, chimie, à l'université Gamal Abdel Nasser étaient constitués d'enseignants égyptiens. Monsieur l'ambassadeur, le fait que cette université porte le nom de Gamal Abdel Nasser n'est pas fortuit. Il le méritait, c'est au bout de son effort. 70 ans après cette révolution, le nazérisme existe dans la plupart des pays du Sahara, dans la Corne de l'Afrique et Moyen-Orient. En Égypte, les nassériens sont officiellement structurés au sein du parti nassériste arabe démocratique. Ils prônent la paix et l'unité du monde arabe. Et puis cette journée d'hommage aux anciens ministres de la Sécurité, un hommage de l'actuel ministre à ses prédécesseurs à travers l'inauguration d'une galerie photo. Suivez ce reportage signé Colonel Morikaba.
Ces anciens ministres du département de la sécurité et de la protection civile sont honorés pour le loyaux service qu'ils ont rendu au pays. Une galerie de photos dédiée à leur nom par l'actuel ministre a été inaugurée à cet effet. C'est une action de reconnaissance pour les nombreux efforts qu'ils ont consentis depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À travers la présente cérémonie, je voudrais que l'on se souvienne de nos dévanciers à qui nous rendons un hommage mérité pour services rendus et pour leur sacrifice dans l'édification de notre nation. Chers aînés, aujourd'hui c'est votre jour. Vous les artisans et architectes qui avez façonné, brique par brique, l'outil de sécurité et de sûreté nationale de la Guinée de 1958 à nos jours. Vous avez donné une partie importante de votre vie pour que nos concitoyens, leurs biens et nos institutions soient sécurisés. Votre parcours professionnel restera donc intimement lié à l'histoire de notre pays. Pour les bénéficiaires, cette marque de considération de Bachir Diallo à leur égard est une reconnaissance et prouve à suffisance qu'ils ne sont pas oubliés. Si aujourd'hui vous décidez de réhabiliter vos prédécesseurs, c'est une action noble. Vous êtes inscrit en tant que grand ministre dans la grande histoire, n'est-ce pas, de notre police et de notre protection civile. Malgré cette journée pluvieuse, beaucoup d'anciens ministres et familles des disparus ont répondu à l'invitation. Ils apprécient la cérémonie organisée à leur honneur et s'engagent à apporter leur soutien aux idéaux qui permettent d'améliorer le cadre de travail au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et on enchaîne avec ce communiqué de presse du ministère de la Défense nationale dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles du bataillon du génie militaire et du commandement des unités de production agro-industrielle en vue de leur participation au développement socio-économique de la nation. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale porte à la connaissance des citoyens guinéens âgés de 18 à 28 ans, jouissant de leurs droits civiques et désireux de servir sous le drapeau, que l'état-major général des armées organisera un concours de recrutement à l'intention des titulaires de diplômes dans les filières de bâtiments, travaux publics et agricoles. Pour prendre en compte la question du genre, les candidatures féminines sont vivement encouragées. Le présent communiqué s'adresse aux catégories de diplômés ci-après, catégorie ingénieur, bac plus 4 et 2 ans d'expérience au moins en bâtiment, pont et chaussée mécanique, aménagement, génie informatique, génie électrique, agriculture, génie rural, construction, aménagement, machinisme agricole, géologie, architecture. Catégorie technicien supérieur et aide-ingénieur en construction, aménagement, topographie et géométrie, conduite des travaux, mécanique, auto et engins lourds, électricité, bâtiment et auto, épuration d'eau. Catégorie ouvrier qualifié, construction, maçonnerie, plomberie sanitaire, chaudronnerie, menuiserie, bois, métal et alu vitré, carrelage et revêtement, peinture, ferraillage, mécanique et électricité, électricité, bâtiment et auto, groupiste, conduite auto, conduite engins lourds et semi-lourds, opérateur d'équipement de chantier, bétonnière, tronçonneuse, règles de réglage, mécanique auto et engins lourds, épuration d'eau, aménagement, espace vert, topographie, planimétrie, assainissement. Le dépôt des dossiers de candidature se fera au secrétariat général de l'état-major général des armées, si au camp Almami Samori Touré, du 1er au 30 août 2022 inclus. Le dossier de candidature est composé des pièces ci-après. Une demande manuscrite adressée à Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, une copie légalisée d'extrait de naissance ou d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance,
résidence, 4 photos d'identité, une copie légalisée de diplôme, un certificat de nationalité guinéenne, une copie de la carte d'identité nationale ou universitaire, un extrait du casier judiciaire, un certificat médical de visite et de contre-visite, un certificat de résidence datant de moins de 3 mois. Les dates, lieux et modalités d'organisation du dit concours feront l'objet d'un autre communiqué Conakry le 21 juillet 2022 pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, par ordre le chef de cabinet, colonel Boubacar Diallo. On poursuit ce journal. 20 magistrats guinéens suivent une formation sur la traite des personnes, un renforcement de capacité qui devrait leur permettre de mieux détecter les mouvements de traite des êtres humains. C'est une initiative de Expertise France financée par l'Union européenne. Ali Badara Kondé. Ils sont au total 20 magistrats venus des différents tribunaux du pays à prendre part à cette formation sur la traite des personnes. C'est un projet d'Expertise France dans son volet appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Il est financé par l'Union européenne. Ce projet qui est basé sur 4 composantes, bien sûr, et l'une des composantes, qui est la seconde composante, est axée sur le renforcement de la chaîne pénale en matière de lutte contre la traite des personnes en Guinée. Et effectivement, dans ce processus, il y a eu un diagnostic de la chaîne pénale grâce au financement de l'Union européenne qui a permis de formuler des recommandations allant dans le sens de la formation des différents magistrats. Marchander l'être humain, c'est odieux comme crime, abominable. D'où la nécessité pour tous les acteurs et à tous les niveaux, que ce soit les OPJ jusqu'à la chaîne de jugement, c'est-à-dire au juge de jugement. Il est important pour nous d'harmoniser les positions pour réprimer, lutter contre ce phénomène qui est très grandissant. De nos jours, la traite des personnes est devenue un phénomène mondial. C'est pourquoi pendant 5 jours, ces magistrats guinéens seront outillés en détection de la pratique de la traite des êtres humains et la procédure juridique ainsi que les techniques de poursuite pénale. Au cours de ces 4 jours de formation, nous allons développer des modules relatifs au cadre juridique national de lutte contre la traite des personnes, les instruments juridiques internationaux, mais aussi le cadre de coopération entre États. La traite constitue une violation injustifiable de la liberté et de la dignité des victimes. C'est pourquoi toutes les actions qui se proposent de restaurer et de promouvoir la lutte sont en ligne avec la mission du gouvernement, avec à sa tête M. Mohamed Beabogui, sous le leadership du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Cette formation s'inscrit notamment en prélude de la célébration de la Journée internationale de la dignité des victimes de traite prévue le 30 juillet prochain. En 2020, avec les données des 33 préfectures, au moins une enquête a permis la poursuite de 45 personnes ainsi que la condamnation de 20 prévenus. Renforcement de capacité également de certains cadres au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un vaste programme de formation pour offrir à ces agents des compétences liées à la gestion budgétaire. L'objectif est de bâtir une administration performante au sein de ce département. Tchernos Mandialo. Pour mieux harmoniser le travail à différents niveaux du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la maîtrise des outils de planification devient un impératif. Des cadres du département, du niveau central, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif s'imprègnent ici particulièrement des réalités liées aux procédures à suivre avec le programme décennal de l'éducation 2020-2029. Tout part de la planification, quel que soit le projet qu'on a. Si on n'a pas une bonne planification, on ne peut pas arriver au bout de nos objectifs. Donc, quels sont les objectifs qu'on attend de cette planification? C'est de faire en sorte que nos activités futures, nos projets futurs puissent être réalisés dans les règles de l'art. Le constat a été qu'aujourd'hui, les ministères en charge de l'éducation et de la formation ont un besoin de renforcement de capacité en matière de planification et de budgétisation. Donc nous avons élaboré des outils
qu'on est en train aujourd'hui de partager avec les bureaux de stratégie et puis les structures de mise en œuvre de ce programme décennal. La maîtrise des outils de planification permettra surtout de tourner la page des dossiers mal structurés et ne répondant pas aux normes exigées pour absorber les ressources disponibles et mettre en œuvre efficacement les différents projets. La formation, on ne cesse jamais de le dire, est extrêmement importante. Pour nous, avec le déficit qui se présente au sein du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, devient une nécessité impérieuse pour nous, non seulement combler le vide qui existe, mais aussi pousser les cadres à se remettre en cause, parce que très souvent, on a des bons cadres théoriquement qui sont très bien formés, mais vous les mettez dans l'opérationnel, ils ne bougent pas. Le renforcement des capacités des ressources humaines du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est érigé en priorité dans le cadre de la redynamisation du département. Développement communautaire pour parler de ses réalisations dans le district de Djankourou à Kalinko, dans Dinguiraï, un collège et un centre de santé moderne, plus précisément des infrastructures sociales de base longtemps attendues mais aujourd'hui obtenues grâce à l'union des ressortissants. Mounir Bari. 556 325 500 francs guinéens, c'est le montant global investi dans la réalisation de ces infrastructures communautaires. Une contribution des fils ressortissants et résidents des districts de Tamba-Djankourou dans la sous-préfecture de Kalinko, préfecture de Dinguiraï. Ces collèges et ce centre de santé réalisés permettront de booster le développement local à travers l'éducation et la santé pour tous. Il doit y avoir un minimum de 8 professeurs. Je peux trouver un enseignant ou 2 enseignants. J'avais vu les résultats de cette année. Ce n'est pas une surprise. Le soin de santé primaire, l'une des composantes, c'est la participation communautaire. Et cette participation communautaire s'est matérialisée ici par la construction d'un poste de santé. Et ce poste de santé nous permettra d'atteindre nos objectifs en matière de couverture sanitaire au niveau de la zone. La cérémonie d'inauguration s'est tenue dans l'effervescence et a mobilisé autorités sous-préfectorales et préfectorales. On a la chance que les ressortissants sont engagés. Ils veulent le développement de notre village. Ils veulent accompagner l'idée du CNRD pour une transition apaisée. J'ai tendu la main à monsieur le DPS de nous aider à avoir des enseignants qui pourront dispenser des cours au collège de Djankourou. Et ensuite, j'ai posé le même problème au DPS de nous aider à avoir des infirmiers qualifiés. Après la construction et l'inauguration de ces infrastructures sociales de base, à Djankourou, d'autres défis restent encore à relever. Il s'agit de l'entretien et l'équipement ainsi que le déploiement du personnel. On reste à l'intérieur du pays où le bel exemple du coup de balai à Conakry est devenu un modèle à suivre. À Mamou, Labé et Zérekoré, une forte mobilisation est faite autour de l'assainissement des caniveaux et autres lieux publics de ces régions. Les échos, c'est avec Tierno Maroufba et Daouda Tabansila. Dans la ville Carrefour, ils se mobilisent pour assainir les différentes artères et les lieux publics. C'est sous le signe Mamou Ville Propre que cette campagne a été lancée par les autorités préfectorales et communales. Cette opération d'assainissement de la ville de Mamou répond aux aspirations du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour ces jours d'assainissement, les forces de l'ordre et les associations des jeunes sont mobilisées. Il faut éviter les maladies contagieuses parce que les gens ont cru que l'affaire d'assainissement, c'est une affaire qui concerne seulement l'État ou bien le gouvernement. Quand la maladie vient, elle prend tout le monde. Donc la meilleure façon d'éviter cette maladie ou d'éradiquer, c'est de faire l'assainissement. Dans la cité de Karamoko Alpha Molabé, c'est le même engouement pour le combat contre les ordures. Auprès des autorités, les citoyens apportent leur énergie dans l'assainissement de la ville. Dans cette région, les préfectures de Tougué et l'Elouma ne sont pas restées en marge de cette opération. Ces actions doivent être pérennisées. Il ne s'agit pas de nettoyer aujourd'hui et laisser la ville comme ça. C'est pourquoi j'appelle tout le monde
à adhérer à cette action de rendre propre la ville. En région forestière, c'est une forte mobilisation contre les ordures dans la ville de Zérékoré. Dans cette capitale de la Guinée forestière, les caniveaux ont été curés et les lieux publics débarrassés de leur encombrant physique. L'idée des autorités est de rendre la ville plus attrayante. La population est déjà mobilisée. Chacun devant leur cour. Tout le monde va sortir, les boutiquiers aussi, ils resteront devant leurs boutiques. Et la population, que ce soit les universités, que ce soit la population locale, tout le monde est sorti pour pouvoir nettoyer les autres. Ce coup de balai dans ces différentes villes de l'intérieur du pays s'inscrit dans la vision du premier magistrat du pays, dans son combat contre les ordures. Et ces décrets qui viennent de nous parvenir, décret D 2022-0359 PRG CNRD SGG, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage de la réforme foncière agricole. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Il est créé sous l'autorité du ministre en charge de l'agriculture un comité de pilotage de la réforme foncière agricole. Article 2. La réforme foncière agricole s'entend de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la politique foncière agricole. Le secteur agricole englobe les sous-secteurs de la production végétale, de la production animale sédentaire, de la sylviculture et de la production halieutique continentale. Article 3. Le comité de pilotage de la réforme foncière agricole est chargé de diriger le processus d'élaboration d'un document de politique foncière agricole assurant un accès équitable aux ressources foncières agricoles pour tous les utilisateurs, sécurisant leurs droits fonciers, garantissant la gestion durable de ces ressources et promouvant les investissements publics et privés. Veiller à une mise en œuvre efficace et efficiente de la politique foncière agricole sur les plans juridiques, institutionnels et opérationnels, notamment en supervisant les projets et opérations de sécurisation foncière agricole. Garantir la mise en place et le bon fonctionnement des mécanismes de suivi de la réforme foncière agricole et des évolutions des pratiques foncières agricoles. Procéder à l'évaluation quinquennale de la réforme foncière agricole et, le cas échéant, proposer aux autorités compétentes les éléments nécessaires à sa révision. S'assurer que la réforme foncière agricole se développe dès son élaboration sur la base de démarches inclusives garantissant la participation effective de tous les groupes d'acteurs concernés. Développer toute initiative de nature à favoriser la bonne exécution de sa mission. Article 4. Un arrêté du ministre en charge de l'agriculture déterminera la composition, la désignation et le fonctionnement du comité de pilotage de la réforme foncière agricole. Article 5. Conformément à l'article 4 du présent décret, le comité de pilotage de la réforme foncière agricole peut recourir chaque fois que besoin à l'assistance de personnes ressources jugées capables de l'éclairer sur les différents dossiers étudiés. Ces personnes ressources peuvent être des représentants des structures chargées de la mise en œuvre des projets et opérations de sécurisation foncière agricole et des représentants des bailleurs de fonds finançant ces opérations. Article 6. Les frais de fonctionnement du comité de pilotage de la réforme foncière agricole proviennent de la Convention Agence française de développement CGN 1264-S 1264-01-S des ressources autorisées inscrites dans le budget du ministère chargé de l'agriculture, de subventions et conventions. Article 7. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 21 juillet 2022, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0360 PRG CNRD SGG portant nomination du directeur général de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète.
Article 1er. M. Moussa Diawara, précédemment responsable d'exploitation de la Société Générale Security Paris France, est nommé directeur général de l'Office de régulation des agences de sécurité de la protection civile. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 21 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0361 PRGSGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. 1. Chef de cabinet, M. Mohamed Lamine Bangoura, précédemment consultant chez United Nations Capital Development Fund, UNCDF. 2. Direction préfectorale de l'AB, directeur préfectoral, M. Abdoulaye Kade Diallo, matricule 209473J, précédemment directeur préfectoral de Mandiana. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 21 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0362 PRG CNRD SGG portant nomination de cadre au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directrice générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, Madame Kadiatou Virginie Touré, précédemment directrice générale de Certi Bio Guinée. 2. Directrice générale adjointe du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, Madame Kadiatou Souma, matricule 244178N, précédemment en service à la Direction nationale de la promotion féminine et du genre. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 21 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Et on enchaîne avec cette actualité sportive africaine. Le Sénégal, encore sur le toit de l'Afrique ce soir, à Rabat au Maroc. C'est au compte des CAF Awards qui récompense les meilleurs du continent africain sur 13 finalistes, toutes catégories confondues. Le pays de la Teranga a raflé 5 trophées, dont celui de meilleur joueur africain de l'année décerné à Sadio Mané face à son compatriote Edouard et à l'Égyptien Mohamed Salah. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très ravie de vous servir pendant ces 4 jours et je vous dis à très vite. Bonsoir.